Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine. Un second tour Macron-Le Pen est-il inévitable? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Pour l'instant, vous répondez non. Ça veut dire que à plus de 70% d'entre vous, vous pensez qu'on peut encore éviter un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pourtant, c'est bel et bien le scénario qui se profile à ce stade sur notre sondage, le Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, puisqu'Emmanuel Macron est assez loin devant à 28% des voix, des intentions de vote, devant Marine Le Pen à 20,5% des intentions de vote. Le troisième homme, c'est Jean-Luc Mélenchon, 14%, 6,5 points derrière. C'est vous dire si pour l'instant, de notre point de vue, le second tour Le Pen-Macron est assez probable. Pour en débattre avec nous, nos deux invités, Nicolas Corato, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes président fondateur du think tank Place de la République. Arnaud Benedetti est également avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur de ce livre, tiens, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. C'est publié aux éditions du CERF. Second tour, Le Pen-Macron. Bon, d'abord, on est d'accord que c'est le scénario qui se profile depuis 5 ans et qu'on nous promet. Est-ce que vous pensez encore pouvoir y échapper, vous, Arnaud Benedetti ? Si on regarde les intentions de vote de tous les instituts, tous les rollings depuis maintenant plusieurs semaines, il est clair que l'hypothèse la plus probable, c'est de se retrouver dans une configuration qui est celle que l'on a connue en 2017. Si vous voulez, vraisemblablement, ce qui aujourd'hui autorise, disons, à crédibiliser cette hypothèse, c'est que les socles sociologiques de l'un et de l'autre, des deux offres politiques, sont en tout cas suffisamment fortes pour, en principe, leur assurer une qualification au second tour. Tout se passe comme s'ils avaient finalement réussi à conserver le bloc social qui avait fait leur succès respectif en 2017 et qu'aucune offre à ce stade n'était venue d'une certaine manière perturber ce duopole. Alors, il reste quand même deux facteurs qui sont très importants à prendre en compte. Le premier facteur, c'est que le niveau d'indécision à ce stade, là aussi, en fonction de différents instituts de sondage, reste très fort. Il est de près de 40%, ce qui est quand même important à 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est que, il y a une dynamique de campagne à un moment donné. Donc la dynamique de campagne, elle laisse toujours malgré tout planer une forme d'incertitude. Donc on va voir. Et puis le niveau de la participation sera aussi un facteur clé, vraisemblablement peut-être plus pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron. Alors si on filait vers un second tour Macron-Le Pen, ce serait la deuxième fois de suite que la gauche serait exclue du second tour. Nicolas Corato, vous vous y résolvez ? Non, pas du tout, mais la première fois, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui ont pensé, imaginé que ce candidat était aussi, et en même temps, un candidat de gauche. Donc je ne suis pas sûr que toute la gauche ait la même vision que vous sur l'absence d'un candidat de gauche au second tour 2 fois de suite. Ceci étant dit, je pense qu'ils en sont revenus et que c'est bien tout le problème de la dynamique de campagne dont parlait Arnaud Benedetti, c'est-à-dire que on voit bien que aujourd'hui on a un petit souci de dynamique de campagne parce que le favori de la présidentielle ne fait pas campagne. Ça, c'est Emmanuel. Et que ça laisse de la place aux autres, ça laisse de l'espace à d'autres. Ça laisse de l'espace, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon. La conférence de presse du président de la République sortant a été une conférence de presse très droitière dans la présentation d'un programme et très droitière dans la forme, c'est-à-dire y compris, par exemple, sur les critiques vis-à-vis des enseignants qui sont très mal passées. Donc ça peut peut-être redistribuer certaines cartes à gauche. Est-ce que ça suffira pour assurer Jean-Luc Mélenchon une présence au second tour? Je suis pas certain. Mais moi, je rejoins un sujet qui est l'abstention, près de 30% d'abstention prévisible. Et deuxièmement, effectivement, l'indécision. C'est-à-dire que les électeurs qui nous disent « je vais aller voter » sont 4 sur 10 à ne pas avoir fait leur choix aujourd'hui. Ça laisse effectivement de la marge pour ceux qui ont envie de faire campagne. Et ça laisse une forme d'inquiétude peut-être pour l'état-major chez Emmanuel Macron, parce que finalement, le président ne faisant pas campagne, ces 40% d'indécis ont peu de chances d'aller vers son camp. Effectivement, et puis ils peuvent faire changer la balance. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, le candidat Debout. La France était notre invité il y a à peu près une demi-heure. On lui faisait remarquer que les sondages n'étaient pas bons pour lui et qu'il donnait un second tour assez probable entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et lui, il répondait, mais regardez, les sondages au régional promettaient plusieurs régions au Rassemblement national. C'est
pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir une si grosse surprise que ça, Arnaud Benedetti ? Il a raison de le dire, c'est qu'en l'occurrence, les élections régionales, souvenez-vous, on promettait 2, voire parfois même 3 régions au Rassemblement national, et la réalité, c'est que le taux de participation a profondément modifié la donne. Vous savez, la question de l'évaluation de la participation, enfin plutôt de l'estimation de la participation, c'est un vrai sujet pour les instituts de sondage, c'est une sorte d'angle mort, on a beaucoup de difficultés à pouvoir estimer la participation, et donc toutes les hypothèses de vote, elles sont faites en effet à un moment donné par rapport à un niveau de participation. Si vous bougez le niveau de participation, vous avez un vote qui peut être différent. Enfin, en tout cas, un rapport de force qui peut être différent. Donc ça, c'est une chose et ça sera une des questions clés. Si on regarde aujourd'hui, encore une fois, les études, aujourd'hui, au moment où on parle, en effet, on s'orienterait vers un taux de participation qui serait l'un des plus faibles, voire le plus faible pour une élection présidentielle sous la Ve République. Donc ça, en effet, on a là, un angle mort qui ne nous permet pas d'être définitif, bien évidemment, et fort heureusement d'ailleurs, je le dirais, dans nos propos. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que, si vous voulez, par contre, ce qui est important de regarder, c'est le niveau de certitude de ceux qui disent qu'ils vont voter pour tel ou tel candidat. Je regardais, vous parliez tout à l'heure du rolling que vous faites avec l'IFOP, et je le regardais juste avant d'être avec vous. On regarde, par exemple, pour Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron, c'est eux qui, à ce stade, ont le taux de certitude le plus fort. Très loin. Jean-Luc Mélenchon a un taux de certitude qui n'est pas négligeable. Il est, je crois, à 74, Marine Le Pen est à 82, Emmanuel Macron est à 81, et ensuite, après, ça décroche. Zemmour à 68 et Valérie Pécresse, je crois, à 65. Donc, ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, ce point-là, aujourd'hui, il validerait l'hypothèse, en effet, encore une fois, d'un second tour. Il pourrait même amplifier le résultat du premier tour. Voilà, et Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Parlons des poursuivants, tiens, cette espèce de groupetto pour tous ceux qui aiment le Tour de France, qui essaie de poursuivre les 2 coureurs qui sont en tête. Éric Zemmour, par exemple, qui essaie de relancer sa campagne aujourd'hui par un énorme meeting au Trocadéro, c'est pas anodin, il s'inspire de Sarkozy et de François Fillon. Il a encore une chance d'accéder au second tour pour vous, Nicolas Corato ? Rien n'est joué. Après, il y a effectivement des dynamiques de campagne. La difficulté avec Éric Zemmour, c'est que, alors pour le coup, tous les instituts le notent, il y a quand même une défiance qui apparaît, y compris de la part de ses électeurs potentiels, sur sa capacité à gouverner, sa capacité à incarner une personnalité de chef d'État. Donc ça, c'est quand même un point qui obère quand même largement sa candidature, et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir qu'il travaille ces 15 derniers jours. Parce que les 15 derniers jours sont importants. On le dit en temps normal, c'est dans les derniers jours que se cristallisent les choix des Français. Pour toutes les présidentielles, on l'a vu depuis une trentaine d'années. Ceci dit, alors, mais en temps normal. En temps normal, mais il est rarissime que les sondages se trompent d'ordre d'arrivée des candidats à 2 semaines du vote. Oui, enfin on l'a vu en 2002. Hein, oui, on l'a vu une fois. Ils se sont complètement trompés, et c'était pas pour rien. Donc, et c'était pas mineur. Là, on n'est pas en temps normal. C'est-à-dire qu'on a un président qui ne fait pas campagne parce qu'il s'occupe d'une crise internationale, un pays qui peut replonger très très vite dans une pandémie majeure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contamination. Donc il y a beaucoup d'empêchements de cette cristallisation. Et moi, ce qui me choque et ce qui me marque beaucoup, c'est quand on voit les études qualitatives, pas quantitatives, quand on fait parler les Français, beaucoup de Français disent « je ne sais pas si je vais aller voter, mais si je vais voter, je ferai mon choix dans l'isoloir ». C'est-à-dire, je ferai mon choix au tout dernier moment. Ça veut dire quoi ? Il y a un côté roulette russe pour vous ? Il y a peut-être un côté roulette russe, oui. Un côté roulette russe, d'ailleurs, en pleine guerre de la Russie en Ukraine, c'est presque de mauvais goût ce que je viens de dire, pourquoi pas. Arnaud Benedetti, quelle sont les surprises qui peuvent arriver ? Je partage l'idée de la très grande volatilité. C'est vrai que quand on regarde finalement l'histoire des derniers scrutins depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'électrices et d'électeurs font leur choix pratiquement dans l'heure qui suit leur départ pour le bureau de vote, ou en tout cas 24 heures avant. Donc, ce qui fait que la volatilité de l'électorat est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était par le passé, parce que le rapport à la politique a changé aussi. C'est-à-dire que le rapport à la politique était vraisemblablement beaucoup plus structuré idéologiquement il y a un certain nombre d'années, les beaucoup moins. On est rentré dans une ère, ça a été déjà décrit par plusieurs politologues, d'électeurs qui est plus consommateurs qu'ils n'étaient finalement militants lors des grandes époques,
notamment de l'affrontement gauche-droite des années 70. Donc ça a changé. Ensuite, il y a un autre élément qui est important et qui, à mon avis, qu'il faut prendre en compte, c'est que pour ce qui concerne Emmanuel Macron, sa stratégie de non-campagne, qui est une stratégie délibérée, est une stratégie qui peut-être est en train actuellement de toucher ses limites. On voit bien que d'ailleurs on s'interroge dans l'entourage du président de la République au vu des dernières intentions de vote sur la pertinence de cette stratégie, c'est-à-dire finalement d'un président qui agit plus en président qu'en candidat et qui considère que la posture qui a été, pour aller très vite, la posture de chef de guerre va lui suffire pour finalement enjamber le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Sauf que là aussi, quand on regarde un certain nombre d'études, je pense au sondage par exemple d'Opinionway, qui est un rolling qui est fait là aussi tous les jours, on voit que si vous voulez, l'effet guerre en Ukraine est en train de s'effacer et passe au second plan. Il y a eu comme une espèce, si vous voulez, de coup de boost qui a été donné à la candidature du fait de ces événements totalement, exceptionnels. Et aujourd'hui, c'est en train de s'effacer. Donc, ce qui montre quand même tout ça, qu'on a encore une grande incertitude qui continue à régner, nonobstant les prévisions sondagières, des projections sondagières, pardon. Parlons peut-être un dernier mot avec vous, Nicolas Corato, des autres candidats qu'on n'a pas forcément cités. Yannick Jadot pour les écologistes, Valérie Pécresse pour les Républicains, sont quand même des candidats non négligeables. Oui, ils sont, et c'est un peu les candidats du groupe Eto, les candidats victimes de la montée de l'Alpe d'Huez. Hein, voilà, donc la fringale. oui, je pense que c'est compliqué pour ces candidats. C'est compliqué également d'imaginer le rôle qu'ils vont jouer entre les deux tours s'ils ne sont pas qualifiés, comment ils vont pouvoir se positionner. Ça, je pense que c'est peut-être encore plus compliqué que leur position aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est l'avenir dans leur propre camp, quel est l'avenir de leur camp, parce que le premier tour va rebattre complètement les cartes, à gauche comme à droite. Oui, à gauche comme à droite, notamment. Quoi qu'il en soit, votez, c'est dans 2 semaines. D'ailleurs, Sud Radio est partenaire de cette campagne du ministère de l'Intérieur. Voter en 2022, voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Merci à tous les deux d'être intervenus dans le débat de la semaine sur Sud Radio. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce qu'un second tour Macron-Le Pen est inévitable? Vous répondez non, 71% d'entre vous. Ça veut dire que pour vous, ça peut encore être évité. Tiens, justement, un dernier point sur la présidentielle avec vous, Esteban Rania, puisque vous faites le point sur l'agenda des différents candidats en fin de campagne. Et oui, à 14 jours du premier tour de la présidentielle, toutes les équipes de campagne quadrillent le terrain dans cette dernière ligne droite, à commencer par le clan insoumis qui se rejoint aujourd'hui à 14h plage du Prado à Marseille. Ce sera pour un des grands meetings de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. Son adversaire direct, Éric Zemmour, prendra la parole place du Trocadéro à Paris à la même heure. Duel à distance entre les deux candidats extrémistes. Non loin de là, Zénith de Paris, c'est Yannick Jadot qui s'exprimera devant ses militants, alors que Fabien Roussel, lui, sera à Toulouse cet après-midi. Chez les Républicains, Valérie Pécresse, encore atteinte du Covid, organisera une réunion publique sur la plateforme Zoom. Tout le monde pourra y participer et poser des questions. Ça, ce sera dès 18h. Allez, Nathalie Arthaud était hier en réunion publique à Saint-Nazaire. Oui, c'est d'ailleurs hier soir que la candidate de lutte ouvrière a décliné tout son programme. Russie, Ukraine, économie, capitalisme, tout a été abordé. Vendredi, elle était invitée des 4 vérités de France 2 et justement, elle en a profité pour critiquer Jean-Luc Mélenchon. En fait, il désarme les travailleuses et les travailleurs, parce que quand il nous dit que avec lui, on aura la retraite comme ça, à 60 ans, ça nous tombera tout cuit, il n'y aura même pas besoin de faire de manifestations, etc. Moi, je pense que il véhicule des illusions graves, encore une fois, sur la période qui va arriver là demain, où au contraire, il va falloir se battre. Prochaines échéances pour les candidats. Demain lundi, dans le grand oral organisé par Paris Match JDD Europe 1, présence attendue de Marine Le Pen, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo. Valérie Pécresse est confirmée si son infection au Covid est terminée. Philippe Poutou, lui, sera de son côté en meeting à Angoulême, ça sera à 19h. Pour Jean Lassalle, prochain rendez-vous mercredi, grand oral là aussi, mais du congrès annuel de la FNSEA, le syndicat agricole. Ça sera à Besançon. Là aussi, présence attendue du président sortant Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et bien évidemment Jean Lassalle. Évidemment, et on verra bien s'ils débattent. Merci Esteban Rania. La présidentielle, ça continue en tout cas, mais nous, on va s'occuper de votre maison, de votre intérieur, parce que nous sommes dimanche sur Sud Radio. Dans un instant, Sud Radio bricole. Comment bien choisir sa perceuse? On en parle avec Julien Zerbi. À tout de suite.